Merci Sophie. Bonjour à tout le monde. Merci oui, pour cette introduction. Et c'est effectivement une série de questions que je vais poser à partir de récents développements, hein. Et donc, euh, moi, je travaille avec bien d'autres depuis une vingtaine d'années autour de la télécollaboration, au sens de la perspective actionnelle. On organise des sessions de 10 à 12 semaines avec 100, 200 personnes de 5 à 10 universités différentes. Euh, Actionnelle parce qu'il y a une production finale qui est présentée comme la tâche à réaliser au terme d'un parcours, un parcours constitué d'un scénario avec plusieurs phases et des tâches intermédiaires selon une dynamique de projet qui permet de stimuler les activités langagières, réception, production, interaction, médiation, en situation, un petit peu comme dans la vie réelle. Jusque-là, c'est un scénario télécollaboratif comme beaucoup d'autres. Mais nous avons deux spécificités, c'est-à-dire que nous composons des groupes de travail, les GT internationaux, qui réunissent des personnes de plusieurs pays, de plusieurs langues, de plusieurs institutions. Donc, par exemple, autour d'une dizaine de GT, de 10 à 12 personnes, donc assez important. Et donc, la deuxième spécificité, c'est que cette télécollaboration, elle est plurilingue, elle se fait en langue romane, en espagnol, français, italien, portugais, roumain, catalan, qui sont utilisés conjointement. On fait ça depuis une vingtaine d'années. La première session, c'était dans le cadre du projet européen Galanet, on l'avait appelé Proto-session. C'était justement en 2003, début 2003. Donc, il y a tout juste 20 ans. Et il y a beaucoup de publications, bien sûr, sur cette période qui relatent de ces expériences. Hein. Un scénario qui stimule les échanges. Au début, les groupes qui sont dits groupes institutionnels ou équipes locales, ils sont isolés, voilà, et puis ils commencent à communiquer, à entrer en contact, et puis se forment des groupes de travail. Donc le scénario va stimuler les échanges plurilingues. Chacun s'exprime dans sa première langue romane, sa ou ses premières langues romanes parfois, et comprend celle des autres et fait en sorte d'être compris facilement, donc selon un scénario, en 6 phases ou une phase 0 plus 5 phases, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Alors, ma problématique ici, évidemment, il y a beaucoup de sujets à aborder dans ce cadre-là, mais ma problématique ici, en lien avec une série de sessions qu'on a organisées depuis 2016 autour du cinéma, des sessions qui sont appelées romanophonie et cinéma, eh bien, c'est celle de la plateforme. Il se trouve que on a utilisé la plateforme Myriadi pour les 4 premières sessions de ce type, mais en raison d'une série de problèmes, de limitations techniques, de sécurité, eh bien, en 2022, on s'est dit, on va essayer de passer sur Moodle, Moodle e-formation de l'Université Grenoble-Alpes. Donc, à l'occasion du stage de Mathilde Ducrot, une stagiaire de Master 1 didactique des langues, ingénierie pédagogique numérique, de mars à juin 2022, eh bien, on a créé le parcours. Donc, dans la continuité des travaux antérieurs, eh bien, on a créé ce nouveau parcours et on a profité de l'occasion pour faire des modifications de scénarios, d'accompagnement, de modalités interactives, plurilingues, collaboratives, actionnelles, etc. Donc, aujourd'hui, une première session a eu lieu de septembre à décembre 2022. Et aujourd'hui, c'est l'heure de s'interroger sur les répercussions de ce changement. Quels résultats, quelle satisfaction, quelles insatisfactions avec le changement? Est-ce qu'il faudra encore changer de plateforme à l'avenir? Sinon, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais attirer l'attention dans un premier temps sur les modifications d'interface et puis ensuite, je m'interrogerai sur les modifications de scénario. Modification en comparant le scénario, la session plutôt de 2020, Romanophonie et Cinéma 4,
qui s'intitulait Bambini partigiani, infancias clandestinas, et celle de 2022, Romanophonie et cinéma 5, plan croisé et intercompréhension. Voilà. Et donc, il y a bien sûr un changement d'environnement. Bah, sur Myriadi, c'est une plateforme qui a été réalisée dans le cadre d'un projet européen, hein, éducation et formation tout au long de la vie, 2012-2015, avec Drupal. Sur cette plateforme, il y a un espace session. Hein, bon, ça complique un petit peu l'accès parce qu'il est à l'intérieur de la plateforme. Et il faut pouvoir s'y rendre, se connecter, trouver la bonne session. Euh, il y a une navigation, une structuration spécifique qui est pas commune. On s'est rendu compte que ça posait parfois problème. Hein, il y a un multi-accès, il y a un menu à droite, on va voir tout de suite, une barre de menu, chemin horizontal noir avec des sous-menus déroulants. Et ensuite, l'administration et la maintenance, elle est assurée par l'association, hein, la PICAD, l'Association pour la promotion de l'intercompréhension à distance, mais avec des moyens limités. Et donc, forcément, en cas de problème, sachant que c'est aujourd'hui beaucoup plus sensible aux cyberattaques, en cas de problème, c'est plus difficile de réagir. Donc, la 2022 RFC 5, c'est sur Moodle e-formation de l'Université Grenoble-Alpes. Donc, il s'agit d'une version qui est ouverte sur l'extérieur. Elle est utilisée par le QF, le service des langues, elle est utilisée pour les examens du CLES, elle est utilisée par l'INPG, la formation continue. Donc, il y a beaucoup de composantes à Grenoble-Alpes qui ont recours à cette version ouverte. Hein. On peut donc créer un compte facilement, de manière autonome, hein, quand on est extérieur à l'université, ou même quand on a un compte universitaire français, mais même à l'étranger, c'est ouvert à toute personne qui souhaite s'inscrire. Hein. La navigation et la structuration sont celles de Moodle, donc elles sont déjà connues. Là, on résout un problème. Beaucoup des utilisateurs sont habitués à l'interface de Moodle. Bon, mais en même temps, c'est vrai elle est contrainte. Hein, cette version de Moodle est quasiment la même que la version utilisée en interne, mais il y a quelques petites différences. Il y a l'avantage de disposer de certains outils spécifiques, comme l'outil Team Builder, qui permet de créer des groupes de travail. Un autre gros avantage, c'est le suivi, hein, qui est offert par l'Université Grenoble-Alpes, évidemment, puisqu'elle fait partie du dispositif officiel. Un suivi pédagogique par la direction d'appui pédagogique et à l'innovation, et un suivi d'administration et maintenance par la DSI, hein, la direction du système de l'information. Donc, c'est forcément un appui très important parce que là aussi, les cyberattaques sont fréquentes. Mais il y a une capacité à réagir. Hein. Pendant la dernière session, justement, on a eu une interruption de pratiquement une semaine en raison d'une cyberattaque donc, qui a coupé l'activité. Mais on s'en est sorti. Donc, ces questions de sécurité, de protection des données sont évidemment importantes. Donc, voilà l'interface d'accueil de Myriadi. Hein, et voilà l'interface d'accueil de Moodle Information, hein, donc, qui est quand même localisé à Grenoble, on le voit par l'image, contrairement à Myriadi. Voilà la page d'accueil sur Myriadi de la session. Donc, alors là, c'est une session de 2020 qui fonctionnait autour d'une sélection, une présélection de films hein, que l'équipe pédagogique propose. 5 films qui concernaient des événements sociopolitiques des années 60-70 vus par des enfants dans différents films. Hein, donc, c'était la thématique. On avait déjà utilisé cette sélection en 2016, donc on l'a réutilisée en 2020. Voilà la sélection de films telle que on l'a utilisée. Donc, les étudiants sont invités à regarder ces films dans la première partie de la session pour ensuite pouvoir travailler à partir de cela. Donc, l'interface de Myriadi nous permet de localiser les formateurs, les formatrices, les équipes locales. Chaque équipe a sa page. Hein. Et à la fin de la session, eh bien, chaque groupe de travail va produire
sa tâche, sa réalisation finale, hein, et la diffuser sur les réseaux sociaux, socio-éducatifs. Donc, sur la plateforme, on se limite à un résumé avec les liens. Voilà, par exemple, en 2020, la série de productions qui ont été réalisées. Alors, il peut y avoir des jeux, des vidéos, des textes, des synthèses, des escape games, toute une série de choses différentes. Chaque groupe décide de sa réalisation. Voilà, par exemple, un jeu de plateau qui avait été réalisé par une équipe en 2020, hein, avec le matériel qui était rendu disponible et qui peut être imprimé avec des cartes, hein, un véritable jeu pensé avec ses règles, etc., pensé par un groupe de travail, hein, donc, qui est présenté ici dans le résumé, et, et donc avec les objectifs et tout. Donc sur Moodle, évidemment, l'interface est bien différente, hein, on a bien sûr aussi un texte d'introduction, une visualisation des phases et des autres espaces qui est différente, hein. Là, c'est pas un menu à droite ou un menu déroulant dans la barre horizontale noire, mais des tuiles, hein, c'est la configuration choisie. Donc voilà, euh, on, on est obligé finalement d'avoir tous les éléments sous forme de tuiles, qu'il s'agisse de phases ou qu'il s'agisse d'espace, l'espace des formateurs, l'espace des groupes institutionnels. Vous voyez en haut à gauche les deux premières tuiles. Ensuite, une tuile pour chacune des phases. Et puis ensuite, on trouve les tuiles qui correspondent aux espaces de chaque groupe de travail une fois qu'ils sont constitués, hein, et donc qu'ils illustrent par une image. Donc, on a une interface graphiquement bien différente. Évidemment, quand on ouvre une tuile, on a un texte de présentation, comme ici la phase 0. On utilise des couleurs pour différencier les langues. Les instructions ne sont pas traduites ou directement dans toutes les langues, hein, puisqu'on est amené à lire et à s'exposer aux différentes langues pour lire les instructions. Alors voilà, ça c'est l'ensemble des modifications de l'interface. On va regarder quelles sont les modifications du scénario qui ont été faites en même temps, particulièrement dans la phase 2. Donc bon, la première phase, c'est une phase de contact, de présentation, de prise de connaissance des films, hein, en 2020, de propositions de courts-métrages dans la phase 1 en 2022. C'est ça qui change, hein. On va le voir plus précisément dans la description comparée de la phase 2. Hein. Donc, dans la session 2020, RFC 4, eh bien, on avait déjà les 5 films qu'on était censé avoir vus, au moins en partie. Et à partir de là, les participants étaient invités à proposer des lignes thématiques, hein, autour de la thématique générale du film, des films de la sélection, donc les événements sociopolitiques des années 60-70. Donc, un remue-ménage pour trouver des lignes thématiques. Et en même temps, pour suggérer des productions finales. Et donc là, tous les participants, tous ensemble, font ce remue-ménage général. Dans la session 2022, le scénario est un petit peu différent, puisque des courts-métrages ont été proposés dans la phase 1, et bien cette fois, il s'agit dans le forum de faire campagne, hein, pour un court-métrage, de souligner l'intérêt de tel ou tel court-métrage, et l'intérêt thématique pour développer la télécollaboration, l'échange plurilingue, et puis la facilité d'accès, la facilité de compréhension, hein, en tant que critère de choix. Donc, suite à ce remue-ménage là aussi, eh bien, il y a un vote qui est fait. Hein. Alors, en 2022, il y a eu 33 courts-métrages qui ont été proposés. Et au premier tour, eh bien, un premier vote a permis d'identifier les 5 les plus votés. Et puis, deuxième tour, eh bien, on a fait un deuxième vote pour choisir le court-métrage. Et donc, c'était Il Circo della Farfalla, hein, le cirque du papillon, qui a été élu et qui touche des thèmes comme le handicap, la marginalité, la résilience, la question du monstre, de voir ou pas voir, la monstruosité. Donc, suite à cela, les étudiants répondent à un questionnaire de profil linguistique surtout, qui va permettre de composer les groupes de travail. Donc, avec Team Builder,
en fonction des réponses à ce questionnaire, de manière à équilibrer la participation des étudiants dans les équipes, hein, en termes d'origine, hein, de leur équipe et en termes de langue, surtout pour que les différentes langues soient représentées, hein, et donc de manière à avoir 10 à 12 personnes par groupe de travail avec un ou deux formateurs. Donc voilà la présentation, hein, de cette phase 2 telle qu'elle figure dans la tuile phase 2. Je passe rapidement. Voilà à quoi ressemble le questionnaire de profil linguistique, hein, auquel les étudiants doivent répondre, surtout pour dire quelles sont leurs langues maternelles, leurs langues d'études, les autres langues qu'ils connaissent. En fonction de ces réponses, eh bien, on va pouvoir composer les groupes de travail, hein, des groupes de travail équilibrés. Et voilà, on a une série, à partir des éléments du questionnaire, on va pouvoir utiliser une série de paramètres pour composer des groupes équilibrés. Dans cette session, voilà, on avait 32 personnes qui avaient le français comme langue maternelle, 19 le castillan, 19 le portugais. Donc, hein, en faisant on s'assure qu'il y a au moins une personne de chaque langue qui figure dans chaque groupe de travail. Et ici, on avait paramétré pour avoir 12 équipes, puisqu'il y avait 132 participants, hein, y compris les formateurs, parce qu'il faut aussi composer avec les formateurs. Voilà, la phase 3, elle a aussi quelques différences, hein, entre les deux sessions. Et, et dans la session 2020, RFC 4, les étudiants s'inscrivaient au groupe de travail en fonction de leurs préférences. Hein, et bien évidemment, dans la session RFC 5 2022, là, ils sont déjà affectés à un groupe de travail, donc qu'ils vont rejoindre. Hein. Ensuite, pour le reste de cette phase 3, c'est assez semblable puisque la première tâche, c'est d'élaborer un plan de travail. Une fois que les groupes plurilingues internationaux sont composés, eh bien, il faut composer un plan de travail qui va permettre de définir le type de production, le type de collaboration, en quoi la dimension plurilingue va être présente, etc. Bon, la seule différence, c'est par rapport aux lignes thématiques, hein. Précédemment, elles étaient déjà définies par les échanges de la phase 2. Là, dans ce nouveau scénario, eh bien, c'est chaque groupe de travail qui va devoir trouver la relation thématique de leur réalisation, de leur production, avec le court-métrage unique qui a été choisi, hein, et qui, comme on l'a vu, offre différentes pistes, différents sous-thèmes, différentes façons de l'interpréter et de le relier. Voilà, en ce qui concerne la phase 4, qui est la phase de réalisation, eh bien là, il n'y a pas de changement. Il faut réaliser le plan de travail, il faut publier un résumé de la production avec les liens, et puis il faut diffuser la production sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse de YouTube, Instagram, etc. Hein. Ça aussi, c'est le choix de chaque GT, hein, un des éléments qu'ils doivent définir dans leur plan de travail. Donc, pour résumer les changements, il n'y a pas de sélection préétablie de films, hein, mais un seul qui est choisi à la fin de la première phase, à partir des propositions des participants, hein, un vote en 2 tours. Le film choisi doit avoir un intérêt thématique pour servir de déclencheur des échanges et des travaux. Le film choisi doit être libre d'accès et compréhensible par tous, alors par les images, les situations, peu de texte de dialogue, ou par les sous-titres, ou parce qu'il est plurilingue. Donc, en gros, il faut que la difficulté de compréhension soit semblable pour tous. Les groupes de travail sont formés un peu plus tôt que dans les sessions antérieures. Dès que le film thème est choisi, hein, c'est plus rapide puisque c'est fait de manière plus directive et pas par choix. Ça pouvait durer un certain temps. Hein. Donc, c'est fait grâce à ce questionnaire de Team Builder pour faire une composition équilibrée des groupes de travail en termes de langue et équipe. Et les groupes de travail sont composés avant de décider ce qui est fait dans le groupe de travail. Ça aussi, c'est une modification quand même très importante. Et on ne peut plus choisir son groupe de travail en fonction de cela. Parfois, voilà, c'est pour ça aussi que c'était un peu long. C'est que les uns et les autres attendaient que les décisions soient prises pour pouvoir choisir le groupe de travail. Donc, ça ralentissait évidemment la dynamique des sessions.
Voilà, et la septième différence, c'est que les membres des différents GT, hein, il y en avait 12 en 2022, ils définissent le produit à réaliser en justifiant le lien thématique avec le film. Alors ben maintenant, il s'agit de voir quels sont les bilans, hein, quel est le bilan, quel est le feedback sur ce nouveau scénario, cette nouvelle interface. Et donc, nous avons trois types de données à disposition pour l'instant. Euh, un forum bilan qui est fait pendant la session, la dernière semaine de la session, en phase 5, hein, un des sujets de discussion. Et si c'était à refaire, qu'est-ce qu'il faudrait modifier? J'ai aussi des rapports réflexifs du groupe Université Grenoble-Alpes qui sont faits dans les 15 jours après la fin de la session. Donc, ils ont été faits fin décembre 2022. Et puis, j'ai également les données d'un questionnaire anonyme post-session qui a été lancé là dans le courant du mois de mars. Et donc, 2 à 3 mois après la fin de la session et pour lequel j'ai actuellement 47 réponses sur 132 participants effectifs. Donc, 35 réponses, hein, donc ces données sont en cours, tout ça est très récent. Euh, voilà la composition hein, en termes d'équipe locale, de groupe institutionnel de la session 2022, RFC 5. Hein, on avait 9 enseignants, plus 116 étudiants, plus 5 doctorantes formatrices hein, qui au départ étaient étudiantes dans un groupe et puis qui après ont assumé le rôle de formatrices dans un groupe de travail. 2 collaboratrices aussi qui sont devenues formatrices, hein, qui étaient associées à l'équipe APICAD de l'association, qui sont des enseignantes italiennes de collège-lycée hein, et qui ont donc participé directement. Donc voilà, donc 132 participants effectifs. À côté de ça, il y avait quelques professeurs, observateurs, 5 profils administratifs. Donc il y a un total de 144, mais je compte surtout les 132 participants effectifs. Donc évidemment, un public très hétérogène. Alors je passe rapidement hein, parce que c'est des étudiants de master, des étudiants de licence. À Lyon, par exemple, on a des étudiants de licence à master, puisque c'est un cours qui est proposé au centre de langue. Hein, donc, forcément, les étudiants proviennent de filières très différentes, de langue lettres, de cinéma, de sciences humaines et sociales, hein, de psy, anthropologie, certains de droit, d'administration économique et sociale, de maths informatique appliquée aux sciences économiques et sociales. Donc, on a comme cela une très grosse diversité, une hétérogénéité des étudiants, et c'est vrai dans d'autres équipes également. Alors, du point de vue du bilan, voilà où on en est pour l'instant. 47 réponses au questionnaire anonyme. Hein. Donc, à la question portant sur la plateforme, sur l'interface, la plateforme utilisée, son accessibilité, ses fonctionnalités, ses outils de communication et de travail collaboratif, son interactivité, son ergonomie. Eh bien, on a une moyenne de taux de satisfaction de 7,54 pour l'instant sur 35% de répondants, avec un écart type de 1,96, donc une faible dispersion. Hein, on le voit ici sur les réponses qui sont données. Hein, la plupart sont autour de 7, 8, 9, 10, donc plutôt bon. Hein, on a quand même quelques-uns, vous voyez, une personne qui a donné un indice de satisfaction de 2, 4 de 4, donc il y a quand même une certaine faiblesse de ce côté-là. Je pense que ça pourrait être amélioré. D'ailleurs, ça se voit ça en réponse aux questions du forum hein, à la fin de la session. Si c'était à refaire, qu'est-ce qu'il faudrait modifier? Il y a des témoignages de satisfaction, hein, comme ici en Italie. Hein, il y a des outils parfaits. Hein, donc, ottimi strumenti, très bons outils. Hein, mais il y a aussi beaucoup de suggestions de changements.
Hein, on nous dit par exemple ici en portugais, pensez à un changement de plateforme. On nous le dit dans toutes les langues. Mirad cambiar la plataforma, ça c'est en catalan. Hein. Donc pensez à changer, pensez à utiliser une autre plateforme serait une idée. Hein. J'ai trouvé la plateforme difficile et pas propice aux échanges et à l'interactivité. En trouver une autre plus adaptée. Donc c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup. Parfois, c'est des critiques plus spécifiques, hein, qu'on trouve notamment dans le questionnaire anonyme. À la dernière question, auriez-vous des suggestions à donner pour de futures sessions? Par exemple, d'autres thèmes ou pour le scénario ou de nouvelles façons de travailler. Hein, on nous dit que la plateforme elle n'a pas aidé, elle est peu intuitive. On nous dit plus précisément que le forum n'est pas vraiment l'idéal. Il faudrait trouver d'autres ressources plus pratiques. Hein. Bon, c'est vrai, il faut le dire que la plateforme n'est pas le seul outil utilisé. Les groupes de travail utilisent des outils collaboratifs externes à Moodle, hein, des messageries instantanées du type WhatsApp, Messenger, Discord, des outils de visioconférence, Zoom, Meet, des espaces partagés comme Google Drive. Hein. Bon, il y a un problème de dispersion de l'information, évidemment, et des données aussi pour la recherche, mais bon, évidemment, on ne peut pas contraindre la pédagogie pour la recherche. Donc, les étudiants dans les groupes de travail sont invités à choisir leur modalité de travail, hein, leur modalité collaborative, et donc ils sont tout à fait libres d'utiliser, bien entendu, ces outils s'ils les jugent plus efficaces pour réaliser leur produit final. Hein. Alors, est-ce qu'il faudra changer la plateforme à l'avenir? Ben, c'est probable. Hein. D'ailleurs, Apicad a lancé une souscription pour mettre au point une nouvelle version de Myriadi. Mais en même temps, il faut faire attention à la fuite en avant. Est-ce que c'est le travail d'un chercheur, d'un enseignant-chercheur, de concevoir, de faire développer, d'assurer le suivi de fonctionnement, de maintenance d'une plateforme complexe? La tâche est immense. Hein. On a des multinationales qui s'en occupent. Donc évidemment, c'est difficile de concurrencer. Évidemment, ce n'est pas le cas de Moodle, mais c'est aussi un très gros réseau en open source. Hein. Voilà. Bien voir ce que les étudiants mettent sous les étiquettes plateforme. Ça aussi, c'est quelque chose d'important parce que ça peut recouvrir des choses très différentes. Les outils externes posent des problèmes de confidentialité, de sécurité, de protection des données. Leur utilisation pour la formation peut être vue comme intrusive par les étudiants. Hein. Ils nous disent le soir, le week-end, on est sollicité. Donc, il y a une sursollicitation externe. Hein. Le formel devient informel parce qu'il se passe en dehors des créneaux de travail. Donc, ça peut être jugé comme intrusif. Hein, donc bon, avant de changer de plateforme, il vaut sans doute mieux corriger les erreurs, améliorer l'existant en termes de lisibilité, de consignes, de tutoriels, de régulation des usages, éviter les forums avec abonnement imposé, c'est une erreur qui avait été commise, et agir au niveau pédagogique sur les modalités d'accompagnement en termes de séances présentielles, d'articulation de distance présentielle et en termes de scénario. Donc, on peut voir également quels sont les effets des modifications du scénario. Ici, le degré de satisfaction est un petit peu plus élevé, hein, que sur la plateforme. On est à 7,83, avec pourtant des réponses. Vous voyez, on a deux réponses qui sont très négatives, même quelqu'un qui a mis 0. Donc, mais bon, c'est ponctuel, ou quelqu'un qui a mis 2. Mais ça fait au total une moyenne de satisfaction un petit peu plus élevée. On nous suggère de former les groupes de travail plus tôt, dès la phase 1. Hein, et beaucoup de personnes sont d'accord avec ça. Vous voyez, là aussi, dans toutes les langues, hein, créer les groupes le plus tôt possible. Euh, on nous dit que bah, ça permettra d'avoir un peu plus de temps pour la mise en place d'un plan de travail. On nous suggère aussi de mieux répartir la durée des phases, hein, et consacrer moins de temps à la présentation des films. Donc, on pense modifier les modalités de choix du court métrage. Peut-être que, parce que 33, c'était beaucoup, hein, évidemment, même s'ils sont très courts, les gens n'ont pas le temps de les voir. Donc, demander à ce qu'il y en ait un certain nombre par université. C'est une suggestion. On nous invite aussi à mieux gérer la participation, l'engagement, les abandons. Hein, ça, c'est toujours
une difficulté, bah, les implications, hein, les engagements des différents étudiants dans les différents groupes, vu leur hétérogénéité, sont quand même variables. Voilà, dans le questionnaire anonyme final, on nous fait différentes suggestions, comme avoir une rencontre virtuelle synchrone avec tout le monde, au moins au début de la session, chose que l'on ne fait pas. Euh, Avoir l'opportunité d'échanger plus de temps avec le groupe de travail pour mettre plus en pratique les stratégies d'intercompréhension abordées en cours, les stratégies plurilingues, hein, puisque l'oral est bien présent maintenant dans les sessions, dans ces rencontres, dans les visioconférences, dans les groupes de travail, et donc quelque chose qu'on doit pouvoir améliorer. Hein. Voilà quelques autres suggestions que je trouve dans des rapports réflexifs. Quelqu'un qui nous parle de réunions synchrones pendant les heures du cours, ça risque d'être difficile à mettre en place. Un projet commun pour tous les groupes aussi aurait été une meilleure option, alors que là, ils ont le choix, hein, ils définissent leur projet commun. Donc, imposer le type de projet, c'est une suggestion. Bon, c'est des choses à discuter. Hein, donc, pour conclure, est-ce qu'il faut tenir compte de ces avis et suggestions et modifier le scénario? Ben, oui, là, par contre, la réponse est oui. Si on ne change pas tout de suite de plateforme, on peut modifier cela. Hein, et donc, il faut essayer d'arriver à un indice de satisfaction plus tôt en composant les groupes de travail plus tôt. Donc, essayer d'arriver à 8 sur 10 au moins d'indice de satisfaction, ça peut être un objectif. Revoir les modalités de proposition de court-métrage, les caractéristiques requises, accorder plus de temps à la conception, la réalisation de la tâche, hein, ça c'est important. Pour réduire la taille des groupes de travail, c'est plus compliqué parce que ça dépend du nombre d'encadrants. Hein, on a vu qu'il y avait 6 groupes institutionnels, donc il y a six enseignants. Donc, à moins que chaque enseignant assume plusieurs groupes, il faut trouver d'autres personnes. C'était le cas cette année. On avait des doctorantes, on avait des bénévoles, des membres de la PICAD. Hein. 6 groupes de travail ont pu en profiter. Mais bon, est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est reproductible dans d'autres contextes? Ça fait toujours l'objet de réflexion, de discussion. Donc, c'est autant de points cruciaux de la mise au point d'un scénario télécollaboratif plurilingue, hein, entre groupes d'étudiants hétérogènes en termes d'origine, de culture éducative, de filière, de niveau d'études, de répertoire langagier, bien sûr. Hein, donc la télécollaboration plurilingue et pluriculturelle est coûteuse en énergie, c'est clair, mais tout le monde le reconnaît, mais la grande majorité des participants en souligne l'intérêt. Hein, voilà pour passer rapidement hein, quelques interfaces de production. Donc celle-là, c'est celle qui est la préférée pour l'instant des 35, là c'était 38 répondants, hein, un jeu de plateau plurilingue. Ici, c'est celle qui est considérée la plus représentative de l'intercompréhension. Hein, voilà quelques images. Ici aussi, considérée comme représentative, une bande dessinée plurilingue. Voilà un type de production aussi. Ici aussi, un escape game hein, sur les quiproquos de l'intercompréhension qui a été choisi. Donc, merci de votre attention. Hein. Muito obrigado, mulțumesc. Et voilà quelques-unes de mes références. Eh bien, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Christian. Quel plaisir de vous écouter, vraiment. Alors, Merci. euh, je vais vous demander d'arrêter le partage d'écran et de regarder le chat sur YouTube si vous l'avez, en coupant bien le son. Et je pense il y a des questions qui ont déjà commencé. Vous les voyez? Vous voulez que je vous les... attention, Christian, tu as coupé ton micro à toi sur Zoom. Il faut le garder, celui-là. Donc, le micro Zoom, il faut l'activer, en fait. Voilà, je Oui, retrouvais parfait. plus Zoom, excusez-moi, avec les différents écrans ouverts. Donc, les questions, je vais regarder sur mon téléphone. Sinon, je peux vous les Et lire. ouais, parce qu'il faut que je remonte. Où est la première question? Alors, quels sont Euh, les critères de choix pour formation des groupes de travail? Les scénarisations prévoient-elles
la commodalité? Alors, le critère de composition des groupes de travail, donc, euh, eh bien, c'est le questionnaire de profil linguistique qui permet de l'établir. Donc, en 2022, on a des réunions des formatrices et formateurs pendant toute la session. En 2022, on a fait 10 réunions, 10. C'est assez important, mais pour ajuster, c'est forcément nécessaire. Et à l'occasion d'une réunion, eh bien, on compose ensemble les groupes de travail. Donc, on essaye de mettre des membres de chaque équipe locale dans chaque groupe de travail et puis de chacune des langues représentées. Donc, il y avait 5 langues dans cette session, le catalan, l'espagnol, le français, l'italien et le portugais. Donc, on a essayé de respecter au moins ces 2 critères. Mais c'est pas toujours facile. Et puis, on a par exemple, à Grenoble, on avait beaucoup d'étudiants hispanophones dans l'équipe française. Donc, on ne sait pas s'ils vont s'exprimer en français ou en espagnol, de par cette caractéristique. Ça se trouve aussi dans d'autres équipes, comme à Lyon. Donc, bon, on essaye d'ajuster au mieux et de discuter entre nous pour faire des groupes équilibrés, pour s'assurer qu'il y ait dans chaque groupe une véritable dynamique plurilingue en fonction des répertoires langagiers des uns et des autres. Donc voilà C'est le, bien. le- le critère. Pas quelque chose de facile, mais c'est quand même, on arrive à quelque chose de plus équilibré qu'avant où les étudiants choisissaient leur GT en fonction de leurs préférences. D'autres questions? Alors, il y a une question autour des cours. Les cours sont-ils facultatifs ou sont-ils un élément constitutif des parcours universitaires? Ben, ça fait partie de l'hétérogénéité, là aussi. Les étudiants mes étudiants de master, pour une partie d'entre eux, c'est un cours obligatoire. Pour d'autres, ceux de français langue étrangère, ça fait partie d'un choix. Donc, ceux-là, ils choisissent. Et donc, ça représente 10 à 20% qui ont choisi. Les autres, non. Ailleurs, dans les autres, et puis eux, bon, ben, ils ont une note, une évaluation. Dans les centres de langue, comme à Lyon, c'est une option. Et c'est facultatif. Enfin, c'est une option facultative, donc ça fait partie des cours à choix, mais parfois, ils renoncent les premières semaines quand ils voient de quoi il s'agit exactement, hein, ou parfois ils s'impliquent beaucoup. Donc là aussi, c'est assez hétérogène. On n'a pas assez d'équipes locales intéressées à participer à chaque session pour chercher une plus grande homogénéité. Ça serait une grosse usine, hein. Il faudrait que plusieurs sessions fonctionnent en même temps. Non, nous, on organise une session chaque année et il faudrait que ça se mette en place dans d'autres réseaux. C'est un peu l'idée de la PICAD, hein, de pouvoir coordonner ça. Mais bon, ça n'est pas le cas pour l'instant. Alors, une toute dernière question. Lorsque vous modifiez votre scénario, l'avez-vous fait en conséquence du changement de la plateforme ou pour d'autres raisons? Oh, les deux à la fois, en quelque sorte, hein. C'est-à-dire que on s'est dit, bon, puisqu'on change de plateforme, on va faire quelques modifications de scénario parce que chaque scénario présente des avantages et des inconvénients. Et chaque petite modification a des implications. Et puis, il se trouve que sur Moodle, il y avait un outil qui permettait de composer les groupes de travail autrement. Donc aussi, ça, c'est l'opportunité, hein, de fonctionner autrement et donc forcément de répercuter sur le scénario des changements qui sont dus à l'outil. Donc ça va dans les deux sens. Ok, bah écoutez, il y a pas d'autres questions, on va donc s'arrêter là. Eh ben, merci beaucoup. Merci Merci beaucoup, Sophie. Christian. Merci Merci à vous. Françoise aussi.